Dominique Pellicot. C'est un homme qui a un profil parfaitement lisse. Il est marié depuis 50 ans avec la même femme. Elle est encore très amoureuse de lui, elle le surnomme mon petit nounours. C'est le couple parfait, un couple modèle. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. C'est vrai? Allez, police direct. Vous restez là, vous bougez pas. Et alors, ces images, on aperçoit les culottes de ces femmes. À ce moment-là, on ne sait pas que la simple intervention d'un vigile qui fait son travail dans les rayons du magasin va être à l'origine de l'une des plus grandes affaires de crimes sexuels qu'on ait vues en France. Le policier demande cash, est-ce que vous êtes adepte de l'échangisme? Elle va se voir sur ces photos avec un homme qu'elle ne connaît pas, un autre homme qu'elle ne connaît pas, un troisième qu'elle ne connaît pas. Donc on a le sentiment qu'il y a un film X qui s'est tourné tous les soirs chez elle, dans son lit. Et elle va dire aux policiers, mais c'est 50 ans de ma vie qui sont en train de voler en éclats. Comment qualifier le procès qui s'est ouvert ce matin à Avignon? Digne, forte, la tête haute, Gisèle Pellicot entre au tribunal. Pour la première fois, elle va livrer ses 10 années de calvaire. Ça va être très émouvant. Elle va utiliser cette phrase en disant qu'elle a été sacrifiée sur l'autel du vice. Et là, pour le coup, comme la presse du monde entier a accouru, ça devient une icône planétaire. Tout le monde connaît Gisèle Pellicot. Justice pour les femmes! Justice pour Gisèle! Justice pour les femmes! Justice pour Jusqu'à cette belle fête, cette belle fête, et merci pour votre soutien. C'est donc la fin de plus de 3 mois de procès. Dominique Pellicot est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Un épilogue historique pour un procès historique. Donc on est déjà dans le vice absolu, la perversité illimitée de cet homme. Quelqu'un qui est un manipulateur hors pair. Toute sa vie, il a réussi à cacher le personnage qu'il était. Le Paul Colcase va se demander s'il ne serait pas un prédateur en série, voire un criminel en série. Qui se cache derrière le visage de Dominique Pellicot? Jusqu'où est-il capable d'aller? Jusqu'où est-il allé? Pour bien comprendre cette histoire, l'une des plus terribles de ces dernières années, il faut remonter à la fin de l'été 2020. Nous sommes dans le sud de la France, à Carpentras. Carpentras, c'est une ville qui se situe au cœur du département du Vaucluse. C'est une petite ville, une ville moyenne, 30 000 habitants environ. C'est un endroit où il fait plutôt bon vivre, avec des habitudes de marché, de brocante, enfin de tout ce qu'on peut imaginer en Provence. C'est ici que cette affaire hors du commun démarre par un fait divers assez insolite. Ce samedi 12 septembre 2020, il est un peu plus de 15 heures dans un supermarché de la ville. Les agents de sécurité sont derrière leur écran de surveillance et ils s'aperçoivent qu'il y a un homme avec un comportement étrange. En tout cas, il repère qu'il tourne, il a un manège un petit peu bizarre quand il s'approche de certaines jeunes femmes. Sur les vidéosurveillances, les vigiles voient bien que ce monsieur d'un certain âge n'est pas intéressé par les courses, mais plutôt par les clientes. En particulier, celles qui sont en robe ou en jupe. D'autant qu'il est porteur d'une sacoche qu'il promène au ras du sol. Il remarque que cet homme a tendance à se coller un peu à certaines clientes et qu'il a l'air un peu d'en suivre certaines, d'être un peu pressant. Puis il voit qu'il reproduit le même schéma une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et là, les agents de sécurité décident d'agir. Plus aucun doute possible, l'individu est en train de filmer sous les vêtements des clientes. L'équipe de sécurité fonce directement vers ce rayon du supermarché. Ces images, celles que cet homme a tournées ce 12 septembre 2020 sous les jupes des femmes, les voici.
Après s'être discrètement approché de cette cliente, il passe sa sacoche plusieurs secondes sous son entrejambe. Un téléphone portable est dissimulé à l'intérieur. L'appareil, qui est en position vidéo, enregistre le son et l'image. Alors qu'il recommence avec une autre cliente qui ne s'est rendu compte de rien, l'un des vigiles fait irruption dans le rayon. L'homme est interrompu en pleine action. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe. Si, vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. C'est vrai? Allez, police direct. Vous restez là, vous bougez pas. Vous êtes un gros dégueulasse, vous, en fait. Ouais, vous êtes un gros dégueulasse. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. Le vigile fait immédiatement alerter le commissariat de Carpentras. Il sait que si la victime ne dépose pas plainte, l'homme s'en tirera probablement avec un simple rappel à la loi. L'agent de sécurité insiste et la cliente finit par accepter d'attendre la police. Madame, je compte sur vous, vous portez plainte. Parce que là, il faut aller jusqu'au bout. Les comportements comme ça, c'est prison. Vous reculez, vous. Reculez. À 15h30, 2 policiers se présentent dans le local de sécurité du supermarché. L'homme à la sacoche ne leur oppose aucune forme de résistance. C'est un monsieur aux cheveux blancs, bien habillé, même plutôt élégant. Il n'a pas du tout le profil du voleur à l'étalage ou de la personne qui va venir semer la perturbation. Il dit qu'il s'appelle Dominique Pellicot. Il dit que c'est un retraité de 68 ans qui habite à Mazan, une petite commune à côté de Carpentras. Face aux policiers, le sexagénaire se montre même très coopératif. Il accepte de vider le contenu de sa sacoche. Ils saisissent alors un caméscope et 2 téléphones portables, dont celui qui était dissimulé à l'intérieur. C'est là qu'ils vont voir qu'il y a 5 vidéos qui ont été tournées le jour même dans le magasin pendant que justement ce monsieur déambulait dans les rayons. Et alors, ces images, elles révèlent que c'est filmé en dessous des robes et des jupes de ces 3 femmes. On aperçoit les culottes de ces femmes. Pour les forces de l'ordre, voilà des preuves irréfutables. Et sans la présence d'esprit de cet agent de sécurité, la monstrueuse affaire des viols de Mazan n'aurait peut-être jamais été révélée. À ce moment-là, on ne sait pas que la simple intervention d'un vigile qui fait son travail dans les rayons du magasin va être à l'origine de l'une des plus grandes affaires de crimes sexuels qu'on ait vues en France. Riyad Doua est journaliste au quotidien régional Vaucluse Matin. Il suit cette histoire depuis le premier jour, ce fameux samedi de septembre 2020. Quand Dominique Pellicot est arrêté, c'est ici qu'il va arriver, au commissariat central de Carpentras. C'est le gardé à vue idéal un peu, Dominique Pellicot, parce que lui dit oui à tout, il se confond en excuses, il demande pardon. Il est un peu penaud, évidemment, c'est pas très glorieux. Et il va dire que il y a eu ce fantasme, voilà, ça l'a émoustillé. C'est un homme qui a un profil parfaitement lisse. Il est marié depuis 50 ans avec la même femme. C'est un grand-père, il a des enfants, il a des petits-enfants. Dominique Pellicot n'a aucun antécédent judiciaire. L'enquête s'achemine donc vers un simple délit de voyeurisme, passible d'une amende et de prison avec sursis. Mais les policiers ont quand même des doutes. Aurait-il agi de la sorte auparavant ? Ils décident de ne pas relâcher leur suspect tout de suite. Le temps pour eux de procéder à une ultime vérification. Donc avant de laisser M. Pellicot sortir de garde à vue, les policiers décident de faire une perquisition à son domicile. Pour voir ce qu'il y a, si effectivement l'image qui est affichée par cet homme correspond à la réalité de ce qu'ils vont découvrir chez lui. Cette opération de police se déroule en présence de Dominique Pellicot. Le retraité habite dans un lotissement plutôt cossu du village de Mazan, à environ 10 km de Carpentras.
sommes ici au cœur du dossier, puisque nous sommes là où habitait Dominique Pellicot avec son épouse, avec Gisèle. C'est ici que la police est venue perquisitionner dans cette petite maison qui est derrière nous, là-bas. Alors c'est une très belle maison, c'est une maison typiquement provençale, presque un mas, hein, avec un grand jardin, des arbres qui sont très bien entretenus, et puis une piscine. Les enquêteurs procèdent à une fouille des lieux, à la recherche de tout support informatique susceptible de contenir des images. Ils vont découvrir des ordinateurs, des appareils photo, des clés USB, des cartes. Tout ceci est mis sous scellé et va être prélevé pour être analysé ensuite au commissariat par des experts. En attendant, Dominique Pellicot, lui, est remis en liberté. Son procès pour voyeurisme sera fixé à février 2021, soit 4 mois plus tard, devant le tribunal correctionnel. À ce moment-là, personne ne peut imaginer quel sera le dénouement de cette affaire. Maître Béatrice Zavaro est l'avocate de Dominique Pellicot. Elle raconte comment, à la fin du mois de septembre 2020, son client fait le choix de tout avouer à Gisèle, sa femme. Il sait que son épouse rentrera un petit peu plus tard. Il va expliquer à son épouse qu'il a fait une bêtise. Il lui demande de lui pardonner cette bêtise. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu un peu un coup de folie. Tu me manquais. Voilà, je suis allé au supermarché pour filmer. Je me suis fait prendre. Il explique un petit peu à sa femme, comme il a expliqué au service de police, que c'est une pulsion, qu'il était seul. Après presque 50 ans de mariage, Dominique Pellicot espère que Gisèle saura se montrer compréhensive. Bon, elle tombe un peu des nues, quoi. Donc elle lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va se confondre en excuses, il va lui dire qu'il l'aime, qu'il est désolé, que c'était juste une pulsion, qu'il ne le refera plus, qu'il n'avait jamais fait ça avant. Elle accuse le coup, mais évidemment, elle va pas tirer sur l'ambulance. Elle l'aime, son mari, elle sait que c'est pas son genre. Donc, elle passe l'éponge. Dominique peut être soulagé. Gisèle, sa femme, vient de lui pardonner son incident de parcours. Elle est encore très amoureuse de lui, elle le surnomme mon petit nounours. Les voisins les voient parfois partir ensemble se promener main dans la main comme un jeune couple. Enfin, c'est presque beau à voir. Pour la famille et l'entourage, c'est le couple parfait, un couple modèle. À Mazan, le couple de retraités paraît plus soudé que jamais. Même si bientôt, toutes les apparences vont brutalement voler en éclats. Deux semaines plus tard, Dominique Pellicot doit se soumettre à une obligation ordonnée par la justice. Être examiné par un médecin psychiatre de Carpentras, le docteur Laurent Layet. D'emblée, Pellicot parle de sa femme en des termes très élogieux. Il adore Gisèle, avec qui il a pris sa retraite dans la région 7 ans auparavant. Et depuis qu'il était installé, son épouse, de temps en temps, remontait en région parisienne pour donner un coup de main pour la garde des enfants. Gisèle, c'est une femme adorable, très maternelle, douce, petits soins pour tout le monde, pour ses enfants, ses petits-enfants. Face au psychiatre, Dominique Pellicot semble véritablement honteux. Et il va plus loin encore. C'est l'absence prolongée de Gisèle qui aurait fait naître en lui ce fantasme. Il va me dire, écoutez, je me suis senti un peu seul, j'ai décidé de sortir, d'aller dans ce supermarché pour voir un peu du monde, et c'est là que je me suis mis à filmer. En tout cas, il veut le présenter comme ça. Il veut le présenter à l'expert comme quelque chose de spontané, comme étant un épiphénomène sur lequel il faut vite passer. Il jure que c'est la première fois qu'il se risque à filmer ainsi les dessous féminins. Pourtant, le docteur Layet reste perplexe. Voilà qui ne colle pas avec ses 2 portables et ce caméscope découvert sur lui. Il avait filmé sous les jupes de plusieurs femmes, donc c'est quelque chose qui témoignait d'une certaine organisation. Pour moi, avant et largement avant, il y avait possiblement d'autres éléments de nature sexuelle dans cette affaire.
Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'on allait découvrir derrière ça une affaire qui avait cette ampleur-là. Fin octobre 2020. Plus d'un mois après l'épisode du supermarché, Dominique Pellicot a repris tranquillement le cours de sa vie auprès de Gisèle. Jusqu'à ce jour où le téléphone sonne à Mazan. Il y a un appel de la police pour lui dire qu'il est de nouveau convoqué. L'enquête va aboutir, mais ils ont besoin de l'entendre encore une fois. Vous veniez, mais vous venez avec votre femme. Dans la logique des choses, et pour que le dossier soit tout à fait complet, on a besoin d'entendre madame. Pour le couple Pellicot, rien de surprenant à cette convocation. D'autant que Gisèle en est persuadée, ce sera l'occasion de tourner la page de cette malheureuse histoire de voyeurisme. Elle est combative, elle est là pour défendre son mari. Elle veut montrer aux policiers qu'en fait, ils sont un peu en train de perdre leur temps. Se disant, ben voilà, on va me parler de cette histoire, je vais devoir faire une déposition pour expliquer, répondre aux questions des policiers. Pourtant, ce 2 novembre 2020, les choses ne se passent pas tout à fait comme elle l'imaginait. À peine arrivée au commissariat de Carpentras, elle et son mari sont séparés et conduits dans 2 bureaux différents. Et dès les premières questions qui lui sont posées, Gisèle a de quoi se montrer surprise. Le policier demande cash, est-ce que vous êtes adepte de l'échangisme? Et alors là, elle s'offusque presque en fait. Elle dit mais pas du tout. Elle répond que c'est hors de question, qu'elle est fidèle, que seul son mari peut la toucher. Gisèle Pellicot n'en revient pas. Elle qui est si pudique. Que veulent dire ces questions indiscrètes sur l'intimité de son couple? Elle sent bien que l'enquêteur ne lui a pas tout dit. Donc là, le policier prend un ton un peu plus grave et il dit « Madame, je vais devoir vous confronter à des photos qui sont choquantes. » Et il commence à sortir des photos, notamment une première photo, en lui demandant « Est-ce que vous reconnaissez cette femme ?» Cette photo montre une femme allongée dans un lit. Elle est presque entièrement dénudée, à l'exception d'une paire de bas et d'un porte-jartel. Là, elle regarde cette photo, elle dit « Mais oui, c'est moi sur la photo. Je me reconnais, et je reconnais ma chambre. C'est chez moi. C'est sa couette, c'est son lit, c'est elle, dans une tenue, elle ne comprend pas, parce qu'elle porte jartel, enfin... elle n'est pas habituée à porter ce genre de choses. Pour Gisèle, c'est l'incompréhension. Mais alors qu'elle fixe encore ce cliché, le policier lui en dévoile d'autres. Sauf que maintenant, elle n'est plus seule à l'image. Elle va se voir sur ces photos avec un homme qu'elle ne connaît pas, un autre homme qu'elle ne connaît pas, un troisième qu'elle ne connaît pas. Et là, c'est la stupeur. On a franchi un palier de l'innommable. Elle voit sur ces photos, elle se voit, elle, nue, mais avec des dizaines d'hommes en pleine action sexuelle. Donc, on a le sentiment qu'il y a un film X qui s'est tourné tous les soirs chez elle, dans son lit. Gisèle est pétrifiée d'horreur. Ce sont plusieurs dizaines de photos pornographiques qu'elle a maintenant sous les yeux. Et l'enquêteur continue, encore et encore. Et ces photos sont terribles parce qu'on se rend compte sur les images qu'elle est profondément endormie. On voit qu'elle est inerte. Elle peut être la tête en arrière, des fois même les yeux ouverts, mais on voit que le blanc de ses yeux. Des images insoutenables sur lesquelles Gisèle apparaît totalement inconsciente. Elle ne reconnaît aucun de ses visages et surtout, elle ne se souvient de rien. La police lui montre alors des messages que Dominique, son mari, adressait à ces hommes. Ils lui retranscrivent les échanges de SMS où Dominique Pellicot explique comment il écrase des anxiolytiques ou des tranquillisants, comment il aime les mélanger à la purée de sa femme. Il dit « Je dilue dans de la purée, dans de la soupe, une dizaine de comprimés pour endormir ma femme. » Enfin, il le dit clairement dans les messages. La suite, ce sont des instructions
qui sont donnés par Dominique à quelqu'un qu'on ne connaît pas pour venir jusqu'à leur villa. Pour Gisèle, c'est un véritable coup de massue. Elle comprend qu'elle a été droguée par son mari pendant des années pour être livrée sexuellement à des dizaines d'inconnus. Et elle va dire aux policiers, mais c'est 50 ans de ma vie qui sont en train de voler en éclats. Elle se dit, mais comment Dominique, l'homme de ma vie, a pu me faire ça? Comment est-ce possible? Tandis que ces révélations laissent Gisèle sous le choc, Dominique Pellicot, lui, est interrogé dans un bureau voisin. Et dès les premières questions, c'est la stupéfaction. Il se montre beaucoup moins coriace que les policiers ne l'imaginaient. C'est-à-dire qu'il va avoir une réaction très spontanée. Ils vont pas avoir beaucoup de mal pour lui faire avouer ce qui s'est passé. Pas besoin d'insister beaucoup, il reconnaît quasiment immédiatement les faits. Il explique que oui, il a fait venir des inconnus. J'ai donné des médicaments à ma femme pour l'endormir, oui. Oui, j'ai donné ma femme à ces hommes-là. Oui, j'ai participé également, parfois, à ces actes sexuels. Dominique Pellicot vient de tout avouer en bloc. Au fil de son interrogatoire, il semble même libérer sa conscience. Et il explique comment il en est venu, 10 ans plus tôt, à droguer sa femme pour commettre l'irréparable. Il raconte qu'il a commencé à lui mettre des sous-vêtements qu'elle ne voulait pas porter habituellement, et puis à se masturber en la regardant. Il commence d'abord par la toucher, et ensuite, petit à petit, cette ébauche de scénario va s'enrichir. Comme c'est pour lui toujours une très belle femme, il va préférer qu'elle ait des dessous plutôt affriolants. Au fur et à mesure, il est allé plus fort dans les doses pour pouvoir en profiter plus. Et puis il a commencé à rencontrer tous ces hommes sur Internet, à leur proposer de venir chez lui. Face à l'horreur de ces révélations et à l'issue de sa garde à vue, Dominique Pellicot, 68 ans, est mis en examen et écroué pour viol aggravé sur sa femme et administration de substances nuisibles. Mais l'affaire n'en est pas terminée pour autant, car de terribles interrogations demeurent. Combien d'hommes sont venus à Mazan pour abuser de Gisèle et quel était le scénario échafaudé par son mari pour les recruter? C'est une autre enquête, encore plus explosive, qui se profile à présent. Devant l'ampleur des investigations à mener, le dossier des viols de Mazan est transféré du commissariat local à la police judiciaire d'Avignon. Monsieur Pellicot lui parle d'une trentaine d'hommes qui seraient venus, mais il sous-estime énormément ce chiffre. Les policiers, en faisant leurs investigations, vont se rendre compte qu'on n'est pas à 30, on n'est pas à 40, on n'est pas à 50, on est peut-être à 60, 70, 80, 90 personnes. Les enquêteurs vont décortiquer les images filmées par Dominique Pellicot et tenter de mettre un nom sur chaque visage présent sur ces vidéos. Ils vont aussi passer au crible tous les échanges téléphoniques entre Pellicot et ses individus. Mais une surprise de taille attend les policiers. Grâce à un logiciel très perfectionné de reconnaissance faciale, ils vont tout de même réussir à en identifier une cinquantaine. Des hommes âgés de 25 à 72 ans. Là, ils vont découvrir une galerie de portraits très très étonnante. On a toutes les professions, tous les milieux socio-professionnels. Des profils très divers, des gens qui étaient très bien insérés, socialement, familialement, sentimentalement. Il va y avoir un pompier, officier de pompier, qui est chef adjoint d'une caserne du Vaucluse, un infirmier, un gardien de prison, il y a des militaires, mais à côté de ça, il y a aussi des artisans, il y a des personnes qui n'ont simplement pas d'emploi. Nous sommes ici sur le parking où Dominique Pellicot avait l'habitude de donner rendez-vous à ceux qui venaient participer à ces soirées. On est à 150 mètres, 200 mètres de la maison de Dominique Pellicot, un parking qui est un peu à l'écart, un peu discret.
l'endroit idéal pour passer inaperçu. Lorsque, les uns après les autres, ces visiteurs du soir se retrouvent placés en garde à vue, les questions sont nombreuses. Car la masse de photos et de vidéos saisies chez Pellico constitue autant de preuves accablantes. Au fur et à mesure que les policiers abattent leurs cartes, ils s'adaptent et ils évoluent. Et ils reconnaissent au fur et à mesure. Il y en a qui vont dire bah oui, moi j'avais l'autorisation, j'ai pas vu de mal en fait. J'ai fait plaisir au mari et j'ai couché avec la dame. C'est qu'à un moment donné, l'excitation, la recherche de cette satisfaction sexuelle, elle écrase tout le reste. Elle écrase l'interdit. Sous la pression de la police, la plupart des suspects passent aux aveux. Et ils racontent comment Dominique Pellico leur imposait des règles très strictes, à respecter obligatoirement dans les moindres détails. Et ces règles, les voici. Une fois arrivé dans sa maison de Mazan, en pleine nuit, le rituel qu'ils décrivent est toujours le même. Ils doivent d'abord se déshabiller, sans un bruit, dans la cuisine. Si Gisèle se réveillait en plein acte sexuel, il fallait absolument que ces hommes puissent partir rapidement et ne rien laisser dans la chambre, c'est-à-dire un slip, une chaussure, une chaussette. Ils devaient se passer les mains sous l'eau chaude pour éviter qu'il y ait des différences de température quand ils venaient à toucher Madame Pellico. Ils avaient aussi ordre de ne porter aucun parfum, de ne pas fumer, pour qu'il n'y ait pas d'odeur corporelle, l'haleine de la cigarette, et que ça ne puisse pas la sortir de son sommeil. Pressés par les enquêteurs, les suspects se défendent comme ils peuvent. Certains jurent qu'ils pensaient participer à un scénario sexuel imaginé par un couple libertin consentant. Pourtant, face aux images de Gisèle, inerte, impossible de contester l'évidence. Comment peuvent-ils émettre l'hypothèse que c'était un jeu sexuel et qu'au fond, elle était d'accord? Mais c'est complètement aberrant parce que on le voit bien sur les vidéos et sur les photos, on dirait qu'elle est morte. À un moment, sur certaines vidéos, on l'entend ronfler. Et c'est difficile, quand vous avez quelqu'un qui ronfle, de dire que pour vous, bah non, elle est réveillée. C'est un jouet qu'on peut mettre à disposition d'autres personnes. Et ça montre qu'on a la main mise et qu'on a le contrôle.